Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Mon premier invité est Philippe Boulanger. Comme son nom ne l'indique pas, il est passionné par l'innovation. Philippe a longtemps gravité dans l'univers de la tech. Apple, Sony, CGM, Neopet, et toujours à des postes prestigieux. Et il a déployé de nombreux brevets, tout seul ou avec ses équipes. Il a utilisé son expérience pour se réinventer d'ailleurs en tant que conférencier international. Et il est également le président de l'Association française des conférenciers professionnels. Et il va partager avec nous ses astuces pour réveiller l'innovateur en chacun d'entre nous. Ma deuxième invitée est Caroline Girardot, une des premières influenceuses financières françaises. Elle est suivie par plus de 100 000 abonnés sur TikTok et elle vulgarise avec grand talent et sans se prendre la tête l'univers de la crypto qui reste quand même très opaque pour beaucoup d'entre nous. Et puis, ma dernière invitée est Rima Ayadi, une vraie guerrière. À 26 ans, Rima traverse une période difficile et veut perdre 22 kilos. Elle découvre la boxe anglaise par hasard et devient en moins de 4 ans championne de France, puis obtient la ceinture WBA continentale. Rima va nous raconter comment elle a quitté le costume Madame Tout-le-Monde qui déteste le sport pour épuiser celui de la warrior sur le ring. Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et c'est parti pour 3 découvertes très inspirantes. Nous allons maintenant passer un moment avec Philippe Boulanger, le grand spécialiste de l'innovation. Philippe est un rebelle, mais aussi un passionné qui a mis l'innovation et l'humain au service des autres. Alors Philippe, pourquoi aimes-tu tellement l'innovation ? L'innovation, elle est inscrite dans le règne du vivant. Et pour moi, c'est la compréhension fondamentale de l'instinct de survie. C'est-à-dire ? En fait, quand j'étais enfant, déjà à la maternelle, je faisais une tête de plus que les autres. Et à cause de ça, j'étais exclu. Donc en fait, pendant toute l'époque de ma jeunesse, je me suis retrouvé avec une tête de plus que les autres. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'avais 16 ans, j'avais toujours cette gueule d'ange d'un gamin de 12 ans. J'avais pas un poil, pas un duvet sur la tête, mais je faisais déjà 2 mètres. Donc j'avais un décalage complet, si tu veux, de maturité, qui faisait que j'étais exclu en permanence. Et j'ai été obligé, à cause de ça, d'expérimenter pour trouver ma voie dans le groupe, puisqu'on est tous des animaux sociaux. Et cette expérimentation que j'ai faite dès le départ, en fait, ça m'a amené à faire des choses très différentes. À 13 ans, par exemple, j'ai été envoyé par mes parents en stage linguistique en Angleterre. Et mes parents avaient mal compris les instructions de l'organisateur. Ils m'avaient donné 10 livres sterling d'argent de poche. Et en fait, ils n'avaient pas compris qu'avec ces 10 livres sterling, je devais aussi payer mes transports et mes déjeuners. En fait, au bout de 3 jours, je n'avais plus rien. Et donc là, avec l'esprit d'expérimentation, je me suis dit, écoute, je suis dans une banlieue anglaise, avec toutes les maisons identiques qui se trouvent dans ces banlieues. Je suis allé frapper à la porte de ces maisons-là et j'ai dit, mais est-ce que je peux vous tondre la pelouse et laver la voiture et puis vous me donnez 50 pence? Ça ne marche pas. 20 pence? Ça ne marche pas. Vous savez quoi? Si vous êtes content de ce que j'ai fait, vous me donnez ce que vous voulez. Eh bien, écoute, au bout de la journée, j'avais multiplié par 3 mon capital de départ. Pas mal. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Je suis revenu en Angleterre avec 60 livres sterling, donc riche, mais surtout riche d'un enseignement complémentaire qui est l'importance de l'expérimentation, de l'innovation, quelque part, de l'entrepreneuriat. Et ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Alors, ça, c'était à 13 ans. 14 ans, je demande à mes parents d'avoir un cyclomoteur. Et là, ils me disent non. Et je dis, c'est pas grave. Alors, moi, quand on me dit quelque chose est impossible, en général, c'est un déclencheur. Et donc, je vais récupérer des épaves de Solex, et j'en récupère 5, et je me construis 2 Solex qui fonctionnent. C'est simple, un Solex quand même, mais peu importe. 2 qui fonctionnent, et mes parents ont été obligés de m'acheter une assurance. En fait, ils ont compris que j'étais inarrêtable, instoppable. Une année après, 15 ans, j'avais envie d'aller au ski. Alors en fait, j'habitais à Nice à l'époque, c'est à 2 heures des stations de ski d'Oron, Isola 2000.
Et mes parents n'avaient pas du tout envie d'aller passer la journée au ski pour une seule journée. Je dis, mais c'est pas grave, je vais organiser une sortie scolaire. Et donc, j'ai expérimenté pour créer une sortie scolaire. Et j'ai expérimenté jusqu'au moment où les parents ont cru que c'était le lycée qui organisait la sortie scolaire, alors qu'en fait, c'était moi. Alors effectivement, avec ma gueule d'ange de l'époque, on ne pouvait pas penser que ce soit autrement. Eh bien, écoute, on a démarré avec un seul car, un seul autocar, et puis j'ai fini l'année scolaire avec 3 autocars sur 2 lycées. 140 ados, tu imagines 140 ados, sans supervision d'adultes, sans assurance. Alors heureusement, j'ai perdu personne, on n'a blessé personne. mais encore une fois, et en démarche entrepreneuriale, quelque part. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème, on peut trouver des solutions, et trouver des solutions qui peuvent être détournées. Et c'est là le cœur de l'innovation. Alors tout à l'heure, tu disais rebelle. Oui, rebelle, mais rebelle réfléchi. Je ne vais pas partir à l'assaut de trucs impossibles. Je vais toujours trouver une solution. Et c'est pour ça que j'adore l'innovation et que j'ai voulu la transmettre autour de moi. Et tu as d'ailleurs créé la marque Intelligence Innovationnelle. Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors oui, c'est une marque que j'ai créée récemment d'ailleurs. Au départ, je suis un technologue, puisque je suis docteur en informatique, mais j'ai évolué vers l'humain, parce qu'en fait, l'innovation ne peut pas se passer sans les hommes. La technologie n'est qu'un des aspects de l'innovation. Et donc, cette marque, elle regroupe mes conférences, elle regroupe mes accompagnements, mes ateliers, mes livres. Alors, mes livres, j'en ai plusieurs en chantier, dont le premier devrait être publié cette année, après 5 années de création et d'études. C'est un long travail. Mais cette marque, c'est aussi une certification pour les entreprises pour mettre en avant la promotion de l'innovation inclusive et continue. Alors pourquoi inclusive? Parce que tout le monde dans l'entreprise doit innover. Il n'y a pas d'exception. Et continue parce qu'il ne faut pas qu'une entreprise commence à innover quand elle est en mode crise. En fait, je vais le dire différemment. Avec l'accélération exponentielle du changement qu'on voit aujourd'hui, toutes les entreprises devraient être en mode crise permanent. C'est sûr. Et donc, par définition, devraient être en mode innovation permanent. Et du coup, aujourd'hui, quand tu interviens à une entreprise, quelles sont les 3 clés de l'innovation que tu partages aux entreprises? Alors, la première clé, c'est très certainement la culture, créer la culture de l'innovation dans l'entreprise. Avant de créer une stratégie d'innovation d'ailleurs, parce que quand on voit des entreprises qui communiquent sur une stratégie d'innovation mais qui n'ont pas la culture, en fait, elles partent dans le mur. Et ça, c'est juste dramatique. Ça, c'est vraiment la première clé. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ça, c'est le pape du management, Peter Drucker, qui disait ça. La deuxième clé, c'est de donner du temps à ses collaborateurs pour qu'ils puissent prendre du recul, pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent explorer. Parce que quand tu rames 8 heures par jour, tu n'as plus l'énergie pour innover. Et à la fin, tu te retrouves avec des personnes qui vont être frustrées. On va se retrouver dans les situations de ce qu'on appelle la démission silencieuse, où les gens vont faire que leur travail et rien d'autre parce qu'on ne leur permet pas de faire quelque chose d'autre, voire certains qui vont partir, effectivement, parce qu'en fait, ils ne progressent pas dans l'entreprise. Donc le fait de donner du temps aux gens, c'est extrêmement important. Et la troisième clé, pour moi, qui est aussi liée à tout ça, c'est la sécurité psychologique, qui est absolument essentielle pour que les gens puissent exprimer leurs idées, puissent défier des statu quo, sans être punis ou sans être jugés par les collègues ou par le boss. En fait, il suffit d'une fois. Tu donnes un exemple d'une personne qui va être jugée ou punie, et les autres vont se dire « mais attends, pourquoi j'irais prendre un risque alors qu'il a proposé quelque chose ?» Il suffit d'un seul mauvais exemple dans l'entreprise pour que les gens s'arrêtent d'innover. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour le mot de la fin, que tu aimerais partager, toi qui es entrepreneur à succès, à tes amis, tes pairs entrepreneurs? Ce que je leur dirais, c'est, rappelez-vous, il faut effectivement penser que tout le monde peut innover, et vous serez vraiment très surpris dès l'instant où vous leur donnez la possibilité, avec des moyens simples, d'innover, vous serez très surpris de l'intelligence collective et de la puissance des outils de l'intelligence innovationnelle qui va se mettre à votre disposition. Et en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas oublier que vous avez un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire ça veut dire que si vous pensez à une idée vous-même, à une stratégie, mettez-la à l'épreuve de l'expérimentation. Parce que si vous faites ça et que vous partagez les résultats avec vos équipes, avec vos investisseurs, vos actionnaires, eh bien vous allez avoir leur respect et leur confiance. Donc la question, c'est quelle va être, à vous, entrepreneurs, votre prochaine expérimentation? Et
Et si vous avez besoin d'un support, moi, je serai là pour vous aider. Merci beaucoup, Philippe. Et quand même, c'est génial. Continuez après à innover. Merci, Virginie. Alors, je suis ravie d'accueillir Caroline Girardot, une vraie star dans l'univers de la crypto. Cette femme a lancé, il y a 18 mois, une newsletter pédagogique appelée « Les cryptos de Caro ». Il est suivi par plus de 100 000 personnes sur TikTok. À 31 ans, c'est aussi une serial entrepreneur passionnée par la maths. Donc, Caroline, pour une fois qu'on a une vulgarisatrice sur notre plateau, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est la crypto? Oui, avec plaisir. Déjà, je vais commencer par dire qu'il y a 3 ans, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'une crypto. Pour moi, c'était un club d'Illuminati, un truc très privé, mais rien à voir avec la monnaie. Alors qu'en fait, une crypto, les cryptos, ce ne sont qu'une monnaie qui est digitale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces et pas de billets. D'accord. Et comme les cryptos, c'est finalement une petite rébellion contre le système bancaire classique, il y a aussi 2 éléments importants à connaître dessus. C'est que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie. Ça n'est pas créé par l'État. Et puisque ça n'est pas créé par l'État, ça veut dire qu'il ne peut pas maîtriser son cours. Donc le prix d'une crypto va varier en fonction de l'offre et de la demande. Si tout le monde veut du Bitcoin, le prix augmente. Et le deuxième point, c'est que les cryptos sont faits pour pouvoir se passer des banques. C'est-à-dire que si je te fais un virement classique, je vais sur mon application bancaire, et en réalité, ce n'est pas aussi automatisé qu'on croit. C'est la banque qui va venir chercher sur mon compte, savoir s'il y a bien de l'argent, qui va t'envoyer cet argent-là et qui va ensuite l'enregistrer dans son livre de compte pour que ça soit authentifié. Eh bien, en crypto, c'est un algorithme qui va faire tout ça à la place de la banque et qui va enregistrer cette donnée dans son livre de compte qui s'appelle la blockchain. Donc, ce qu'on retient des cryptos, c'est que ça sert à se passer d'un intermédiaire pour faire une nouvelle finance, finalement. D'accord. Et donc, c'est un univers assez masculin, assez geek, assez riche. Et j'avais envie de te demander comment tu avais pu être passionné par ce sujet, peu à déconsacrer ta vie professionnelle. Ouais, c'est une bonne question. En fait, pendant le premier confinement, j'ai été frappée par quelque chose. C'est que moi, j'avais déjà créé une boîte, j'avais levé des fonds et je l'avais revendue. Et à ce stade, au moment du premier confinement, j'étais moins riche que des potes à moi qui étaient un peu geeks et qui s'étaient mis sur les bitcoins et sur les cryptos il y a quelques années. Et en fait, ça m'a tellement frustrée, j'ai été tellement énervée d'être passée à côté de quelque chose parce que je ne m'étais pas sentie concernée, que j'ai utilisé le temps que j'avais pour apprendre tout ce que je pouvais sur les cryptos. Et là, j'ai été frappée par un second truc, c'est que les cryptos, c'est pas aussi compliqué qu'on le croit. On a l'impression que ça l'est parce que personne ne prend le temps de le rendre accessible à tous. Et donc, j'ai décidé de le faire. D'accord. Et merci de le faire. Et donc, comment tu fais pour innover et cartonner à ce point alors que tu n'es pas du tout né dedans? Je crois que c'est exactement pour cette raison que j'arrive à innover et que j'intéresse autant de gens. C'est que j'ai décidé d'identifier tous les codes de la crypto qui avaient fait que moi, je ne me sente pas concernée et de faire tout en opposition par rapport à ça. Donc, ils sont anonymes. Moi, je serai visible et je montrerai qui je suis et comment c'est chez moi. Ils parlent en jargon, je n'utiliserai jamais de jargon. C'est vraiment ce positionnement-là qui permet à tout le monde de comprendre finalement. D'accord. Et tu as très envie, en fait, que les femmes te suivent dans cet univers-là. Ouais. Et pourquoi c'est tellement important pour toi? Eh bien, parce que ce que j'ai découvert en étudiant les cryptos d'aussi près, c'est que ce n'est pas uniquement une possibilité financière importante. C'est vraiment une innovation technologique qui, pour moi, va être une révolution économique et sociale. Et si on ne comprend pas ce que c'est que les cryptos, on ne peut pas avoir d'avis dessus. Et si on ne peut pas avoir d'avis dessus, on ne peut pas prendre part au débat, on n'est pas écouté. Et quand ça nous tombera dessus, qu'on sera en plein dedans, ben les femmes seront encore mises à l'écart de la prochaine innovation qui arrive. Et pourquoi ça va être une innovation? Qu'est-ce qu'on est en train de louper, en fait? Eh bien, ce qui se passe avec les cryptos, c'est que ça réorganise l'économie différemment. C'est-à-dire que avant, disons maintenant, à part si tu es porteur de projet et que tu prends tous les risques pour monter une entreprise ou que tu es investisseur, que tu investis de l'argent, tu n'es pas récompensé
dans la croissance d'un projet. C'est pas parce que tu commandes chez Amazon tous les jours que tu gagnes plein d'argent parce qu'Amazon est devenue une incroyable entreprise. Eh bien, avec les cryptos, on rebat les cartes de tout ça. D'accord. Et du coup, concrètement, quelles sont les choses que tu partages au fait de tes newsletters? Alors, je vais partager chaque semaine de l'actualité autour des crypto-monnaies pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe un petit peu dans cet écosystème-là. Et on va vulgariser un sujet qui m'a semblé compliqué à un moment où je me suis posé une question, où quelqu'un m'a posé une question. Et donc, je vais aller chercher tout ce que je trouve à propos de ce sujet-là. Et quand je l'ai vraiment bien compris, je vais l'écrire et je vais le réécrire jusqu'à temps que j'ai l'impression qu'un enfant de 10 ans puisse le comprendre. D'accord. Et donc, tu as des enfants autour de toi qui se sont mis à la crypto-monnaie. Oui, tout le monde autour de moi Avec l'argent de poche. se met à la crypto-monnaie, qui investissent ou pas, mais qui en tout cas prennent part à ce sujet-là et commencent à avoir un avis dessus et à voir les intérêts que ça peut avoir dans le futur. D'accord. Et comment les entreprises se sont emparées de la crypto? Alors, les entreprises qui ne sont pas dans le secteur crypto-monnaie commencent à s'en emparer, mais c'est compliqué parce que en fait, les entreprises, elles sont composées d'êtres humains qui ont pour la plupart pas la moindre idée de ce que c'est que les cryptos et qui ont du mal à s'en rendre compte. Donc pour moi, on est vraiment à la croisée des chemins, où les entreprises commencent à comprendre ce qu'on peut faire avec les cryptos et à imaginer vers où aller en fait. D'accord. Et c'est le tout Et début. du coup, tu les accompagnes aussi? Non. Pas du tout. Vraiment, je me concentre sur créer du contenu le plus simple, le plus clair possible. Ou disons que la crypto, c'est du sirop. Et que moi, je mets tout ça dans de l'eau pour que ça soit digestible et que tout le monde puisse comprendre. Et j'attends de voir ce qui se passe. D'accord. Et quels sont les retours que tu as de tes clients? Ma communauté me remercie très souvent. Très souvent, sur quoi? Sur le fait de comprendre ce qui se dit. Ce que je note, c'est que dans l'univers crypto, qui est un univers très jargonneux, dès qu'on comprend un tout petit peu ce que c'est que les cryptos, on va utiliser tout le vocabulaire qu'on a dans une seule phrase, dans le but d'impressionner les gens qu'il y a autour, mais ça aide pas tellement à l'appropriation du sujet. Donc ce que j'ai vraiment comme retour, c'est ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un comme nous, qui va pas nous prendre de haut, qui va nous expliquer les choses simplement parce que c'est facile en réalité. Ah, c'est vraiment facile. Pour moi, c'est même pire que ça, c'est que c'est volontaire que la crypto ait l'air compliquée pour nous. Parce que ça sert un milieu qui va se sentir supérieur potentiellement, d'être les seuls à comprendre. Mais c'est facile en réalité. D'accord. Et alors, du coup, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui, comme moi, ont quand même un peu peur de la crypto? Oui, alors je dirais que c'est normal d'avoir peur de la crypto et que moi aussi, j'en avais très peur. Et que ce qui fait peur, en fait, ce sont les codes de cet univers-là. Le fait que ça ait l'air obscur, sombre, jargonneux et qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire. Mais il faut vraiment, c'est important d'essayer de passer cette première étape-là avec moi ou avec d'autres vulgarisateurs avec qui vous vous sentez en confiance pour essayer de comprendre cet univers parce qu'il faut pouvoir se faire un avis dessus. Il faut pouvoir dire je suis pour ou contre ou pour dans telle circonstance et je vois les avantages et les inconvénients parce que ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Merci beaucoup Caroline pour cet apprentissage. Mais qu'effectivement la crypto est un sujet qui est dont on entend de plus en plus parler. Et donc, grâce à toi, peut-être il y aura un petit peu ma part. Un grand merci. Nous avons maintenant l'immense plaisir d'accueillir Rima Ayadi, une Amazone de temps moderne. À 26 ans, Rima enchaînait le petit boulot, avait 22 kilos de trop et détestait le sport. Et elle découvre par hasard la boxe anglaise et c'est le coup de foudre. Elle devient championne de France en 3 ans, puis gagne 2 années de suite la ceinture du WBA continental que vous pouvez voir devant vous. Rima continue aujourd'hui à écrire son histoire parce qu'elle s'entraîne pour le championnat du monde MGM à Las Vegas. Et évidemment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc Rima, c'est vraiment une écriture qui taronne tout le monde. Comment as-tu découvert la boxe et pourquoi cette passion? Alors j'ai découvert la boxe sur le tard, donc à 26 ans, en 2016. À cette époque-là, j'ai 22 kilos de plus. Je suis serveuse dans des restos le week-end, chauffeur Uber,
donc des petits boulots à gauche, à droite. J'ai quelques épreuves difficiles dans ma vie à ce moment-là, dans ma vie perso, familiale, vraiment des épreuves très dures, donc j'avais pas trop le moral, mais je me débrouillais dans des petits boulots. Et à force de servir une équipe de boxeurs qui venaient manger régulièrement, avec qui j'avais sympathisé, au bout d'une dizaine de fois qu'on me demande de m'intéresser à ce qu'ils font et d'aller voir l'entraînement, j'y suis allée, mais plus pour faire plaisir, mais sans trop de conviction. Et c'est de ce jour-là que j'ai eu ce fameux coup de cœur. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait de la boxe? Ce jour-là où je découvre la boxe? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'apporte tout, ça m'apporte confiance en moi. Aujourd'hui, quand je vais dans un endroit, je me sens forte, je me sens sereine, je me sens bien dans mes baskets. Car au-delà des titres, même si c'est très beau de ramener des très belles ceintures comme ça, mais c'est le parcours qui a été magnifique, c'est tout ce que j'ai pu supporter sans abandonner, même si j'ai eu beaucoup de fois envie d'abandonner. Et c'est tout le parcours que j'ai réussi pour moi à accomplir jusqu'ici qui fait que je me sens femme très forte aujourd'hui. Génial. Ouais. Et j'avais envie de partager avec toi un cliché que j'entendais régulièrement concernant les femmes de la boxe. C'est le physique abîmé. Est-ce qu'il y a d'autres clichés que Alors déjà, tu aimerais sur combattre? le physique abîmé, ça c'est clair. Il n'y a pas un seul jour où je me présente à un inconnu en disant que je suis une boxeuse où on ne me dit pas « Ah, t'as pas le nez cassé » ou alors le cliché de « Ah, mais t'es féminine ». Parce que souvent, on pense que la boxeuse est un garçon manqué, est habillée tout le temps en jogging, vraiment limite à l'image d'un camionneur. Pour certains, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Et donc, il y a ce cliché-là. Après, il y a aussi plein d'autres clichés. Vraiment, la boxe, on est victime de beaucoup de clichés, nous, les femmes. Comme, mais du coup, ton mari n'a pas intérêt à te chercher, t'es pas trop violente à la maison. Bon, voilà, ce genre de choses. Faut pas te chercher dans la rue. Bon, ça, c'est au quotidien, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, quels sont aujourd'hui tes secrets de championne? Parce que tu as quand même été très rapide dans ta progression. Alors, c'est vrai que le parcours, il a été très, très rapide et fulgurant, mais déjà, le secret, forcément, c'est le travail, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'en travaillant beaucoup, on peut y arriver. Alors, travailler énormément, c'est obligatoire, mais il y a d'autres choses à côté, comme l'entourage et comme aussi, je dirais, pour moi, la visualisation. C'est-à-dire que j'ai besoin de me convaincre que je vais y arriver. J'ai besoin d'imaginer ce moment-là où je vais rentrer en équipe de France. Je l'anticipe et en l'imaginant, je trouve qu'il arrive. C'est un peu la loi de l'attraction. Je visualise les matchs, je les imagine avant de les faire. Je visualise le jour où je vais avoir un grand titre alors que pour l'instant, j'en ai pas. On n'est pas très loin. Ah non, à ce moment-là, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai. Ouais. Donc, je travaille beaucoup sur ça, sur les images et la visualisation. Je me parle beaucoup à moi-même. Je me souviens qu'un jour, j'ai signé un contrat avec moi-même. Voilà, j'ai imaginé cette scène. Parce qu'il y a des fois où on rentre, c'est dur. Je suis déjà rentrée de l'entraînement en pleurant. Une fois, après un entraînement, on s'est un peu moqué de moi. On m'a demandé d'arrêter. On m'a demandé de me décourager parce qu'apparemment le travail était trop compliqué à accomplir pour réussir à faire de la compétition. Et ce jour-là, c'est un grand champion qui m'avait dit que j'y arriverais jamais. Alors je suis rentrée chez moi en pleurant parce que je l'admirais. Mais j'ai décidé à ce moment-là de sécher mes larmes et de me dire « Ok, tu vas signer un contrat avec toi-même parce que tu savais très bien que le chemin allait être compliqué et semé d'embûches. Alors tu vas décider d'accepter ça. » Et qu'à chaque fois que tu auras des personnes comme ça qui vont te mettre le doute ou te tirer vers le bas ou te faire croire que tu n'as pas ta place, rappelle-toi de ce contrat que tu as signé. Et ça marche parce que souvent, après ça, j'ai eu des moments compliqués, difficiles, des moments de doute. Et je me rappelle de ce fameux contrat que j'ai signé. Je disais, ah, mais c'est le jeu. Tu as signé, donc tu acceptes et tu continues et tu retournes au boulot. Et tant mieux. Oui, parce que vraiment, tu as un parcours admirable. Merci beaucoup. Et tu as créé une association appelée Premier Round. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi de développer la boxe dans les quartiers populaires, auprès des jeunes, auprès des femmes?
Je suis partie d'un constat où à l'époque j'étais simplement coach avec certaines associations et j'allais donner des cours dans les quartiers ou j'allais donner des cours dans la salle où je m'entraînais auprès de mamans des quartiers d'à côté, dans le 78. Et j'ai vu tout ce que ça leur apportait, tout ce que ça leur procurait. Et quoi? Alors, déjà, j'avais un groupe de filles que je suivais et de temps en temps, j'étais obligée de les abandonner pour partir en stage d'équipe de France. Et je recevais tout le temps des messages en me disant « Quand est-ce que tu reviens? J'ai besoin de me défouler. » Et j'ai compris que grâce à mes cours, grâce à la boxe, elles pouvaient évacuer plein de choses qu'elles gardaient en elles. Voilà. Et ma force aussi, c'est que j'ai appris qu'elles pensaient, juste avant de me rencontrer, qu'elles n'avaient pas le droit de faire de la boxe, que c'était vraiment un sport d'hommes dédié à eux, et qu'elles, si elles voulaient se défouler, il y avait la danse, voilà. Mais que grâce à moi, elles se sentent légitimes dans cette place-là. D'accord. Et quand j'ai constaté ça, je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi et ce petit groupe, il faut que je le partage au maximum. À plein de femmes, plein de jeunes aussi, hein, parce que les jeunes qui font du sport, on sait très bien que ça leur apporte une discipline, une assiduité, et donc j'ai voulu les sensibiliser à ça. De toute façon, la boxe ou le sport n'a plus ses preuves à faire, donc plus on l'amène à un grand nombre, et mieux c'est, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment génial comme ça, parce qu'effectivement, en tant que femme, on a parfois besoin de se défouler et de se connecter à notre part masculine. Oui. Et j'avais envie de te demander, pour le mot de la fin, que tu avais envie de partager justement à toutes ces personnes qui, comme toi, ont de grands rêves, mais sont paralysées par la peur. Alors j'ai envie de leur dire que forcément, il y a une voix intérieure. Il y a une voix en eux qui leur parle et qu'il ne faut surtout pas l'enterrer. Parce que souvent, on a des grands projets. D'ailleurs, les grands de ce monde qui ont réussi se sont écoutés. Eux aussi ont eu des barrières. Eux aussi ont eu un entourage peut-être qui les ont découragés ou des chutes, peu importe. Mais cette voix intérieure qui nous pousse à se lancer dans un secteur, un domaine, peu importe, que ce soit le sport, que ce soit le business, peu importe, généralement, elle est bonne et il faut l'écouter. Parce qu'on a tendance à trop demander conseil aux autres et à écouter la voix intérieure des autres, mais ça n'est pas la nôtre. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est que cette petite voix qu'on a en nous, il faut vraiment lui donner de l'importance, l'écouter et tenter. Généralement, ça marche. Et puis même si ça ne marche pas, au moins on sera allé au bout, on aura tenté. Parce que c'est difficile d'avoir des remords. Magnifique. Donc, merci beaucoup, Rima, pour cette très belle leçon de vie. Avec plaisir. Et vraiment, on a envie de te voir gagner. Alors, je vous invite tous à la suivre sur les réseaux sociaux et à lui envoyer toutes vos zones positives. Merci Virginie. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment avec nous. Et à très vite pour la prochaine édition. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.